Tiers livre, atelier d'écriture, hiver 2018, recherche sur la nouvelle. Tout ça, c'était prévisible. Ce qui n'est pas prévisible, c'est qu'aujourd'hui, ça compte double, comme on dit au Scrabble. On va faire la 9 et la 8 dans une seule vidéo. Et normalement, elle ne sera même pas plus longue que les précédentes. Donc vous y gagnez, non? Alors, on a fait 7 séances. La 10, ça sera vraiment la nouvelle elle-même. Il y a besoin encore d'une étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire, je la découpe. Ça veut dire que je vais vous laisser 10 jours, tranquille. Mais dans ces 10 jours, vous allez travailler sur 2 thèmes. Dans l'ordre que vous voulez, en parallèle, peu importe. Mais on est entré maintenant dans quelque chose qui n'est plus l'atelier d'écriture comme on l'a pratiqué dans 30 cycles jusqu'ici, mais tout simplement un labo personnel, beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Alors on va même pas faire dans l'ordre. Je vais vous parler d'abord de la 9. C'est quoi mon but dans la 9? Ça va s'appeler Apocryphe. Apocryphe, vous savez ce que c'est. On a affaire au 5e livre de Rabelais. C'est des textes écrits par Rabelais ou d'une préversion du quart-livre qu'il avait laissé en plan, ou c'est écrit par quelqu'un d'autre. C'est jamais tranché. C'est ça, apocryphe. Et les apocryphes, non seulement il y en a plein la littérature, jusque dans la Bible, c'est bien, on prend l'autorité d'un auteur qui préexiste, et puis on se glisse là-dedans. Regardez les aventures de Don Quichotte, tome 1, Cervantes, il a 54 ans, une œuvre considérable derrière lui, et puis une vie, on n'en parle pas. À la fin du premier livre, pour Don Quichotte, c'est fini. Le livre s'est totalement bouclé dans sa cohérence, mais arrive à nommer Monsieur Avellaneda, qui fait repartir le héros Don Quichotte sur les routes, et lui fait avoir d'autres aventures. Don Quichotte, je me trompe tout le temps, Cervantes, vexé, ou pas vexé, mais on est loin encore des questions de propriété intellectuelle. Il réécrit Don Quichotte, 2e livre, où il prend son héros, avec son Sancho Panza, et il les fait voyager sur les mêmes routes qu'avait prises Avellaneda avec son Don Quichotte apocryphe, rejoint les mêmes aventures qu'a inventé Avellaneda, mais ça se passe complètement différemment. Et c'est le livre 2 de Don Quichotte, un sommet encore plus haut que le sommet qu'est le tome 1. Fin de la parenthèse. Si je veux aller vite, il ne faut pas que j'en fasse comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux avec mes apocryphes? Eh bien, c'est vous qui, discrètement, allez être l'apocryphe. Ce que je souhaite aussi, c'est que, avant la 10, on donne des coups de poussoir, d'ébranlement, de discrète translation à la notion d'auteur. Alors, bien évidemment, dans un tel atelier, vous êtes si nombreuses à me le témoigner, y compris avec notre petite fonction lire un auteur au hasard, à avoir déjà instauré un collectif d'écriture au lieu de ce fétichisme de l'auteur unique. Et qu'est-ce que c'est important? L'écriture est faite par tous et non par un, disait Lautréamont. Je voudrais simplement que dans les 10 jours à venir, ça peut être 3, ça peut être un seul, ça peut être 5. Si vous êtes un petit peu gentil avec moi, en faisant attention que ce soit bien présenté, qu'il n'y ait pas trop de choses que vous gériez vous-même, vos italiques, etc., c'est pas un problème de mettre en ligne. Ce que je voudrais, c'est que vous alliez vous balader chez les autres. Et que, à tel ou tel moment, sur la 2, sur la 4, sur la 5, n'importe, vous écriviez un texte apocryphe de l'auteur que vous êtes en train de lire. Ça veut dire qu'on va le faire avec, évidemment, bienveillance. Ça veut dire qu'on va entrer dans l'univers de l'autre, mais non pas entrer avec ce que c'est l'autre de son texte. Ça veut dire qu'on va entrer dans le texte de l'autre avec la vocation de l'inventer plus loin, de le prolonger, de le compléter, de l'interroger, pourquoi pas, mais plutôt de rajouter des fictions sur la fiction, un dialogue sur le dialogue, prendre un personnage, prendre un lieu et l'amplifier. Ça veut dire que les textes que chacun a accumulés, écrits, vont être mis pendant 10 jours porte ouverte, je répète, avec bienveillance, et qu'ils vont être soumis à fiction, les traversant,
les amplifiant, les décalant. Alors évidemment, ce sera aussi dans l'écoute d'une manière de dire, d'une manière d'écrire, d'une manière d'organiser son rythme. C'est-à-dire si vous le faites 3 fois, ça peut être emprunter 3 fois le vêtement de qui a écrit, que vous le connaissiez, que vous ne le connaissiez pas, et puis vous exercer dans sa manière d'écrire, mais dans sa propre maison d'écriture. Alors évidemment, ça suppose du respect. Bon, l'auteur sera toujours maître de dire, l'auteur original, je veux dire, de dire non, s'il te plaît, enlève-moi ce truc. Bon, évidemment, hein, vous gardez chacune la main ultime sur votre espace d'écriture. Et quand je les mettrai en ligne, ça sera bien spécifié, apocryphe, avec, là encore, c'est très facile de mettre un lien, puisqu'il s'agit d'auteurs ayant eux-mêmes leur page d'écriture. Auteur de l'apocryphe, je vais me débrouiller. À la limite, ça y est, ça suffit pour la 9. Ça veut dire que dans les 10 jours à venir, avant que je promulgue la 10 et ultime, mais vous voyez, il y a 2 choses. D'une part, que dans ces maisons d'écriture que chacun a instituées, il y a des possibilités de les étendre, de les amplifier, de rendre plus dense leur signature, leur singularité, ou simplement d'exprimer ce que change pour nous de la lire, ce que ça éveille en nous. Et c'est cet éveil qu'on va écrire, et qu'on va écrire dans la façon d'écrire. Apocryphe, ça veut dire quoi? Qu'à la limite, on n'est pas capable de distinguer ce qui tient de l'auteur original et ce qui tient de l'auteur apocryphe. Quand je dis vous couler dans ses vêtements, il s'agit aussi vraiment de vous couler dans sa phrase, dans son texte, dans tel point du texte. Donc c'est un texte en plus, un nouveau texte, mais simplement partant de cet univers que vous découvrez et l'amplifiant, le décalant, le magnifiant, l'interrogeant. Et bien sûr, et je m'en tiens là pour cette 9, ce qui m'intéresse, c'est précisément ce décalage, ce statut de l'auteur. Comment rendre incertain, rendre fluide cette part de l'auteur dans son texte. Et ça, j'en ai vitalement besoin pour la 10. Voilà pour la 9. Jusqu'à ce qu'arrive la 10 dans une dizaine de jours. Vous allez chez les autres. Et puis, je vous dis, pas d'imitation. Faites-le plusieurs fois. C'est mieux de le faire 3 fois qu'une seule. Allez vous balader chez les autres. Et c'est aussi leur donner un coup de pouce. C'est dire, il y a ça qui est chouette dans ton texte, ça on va l'emmener plus loin. Il y a de la générosité dans ce que je vous demande. Ça c'est la 9. Et la 8, vous allez faire ça en même temps. Là évidemment il ne s'agit plus d'apocryphe. Encore que, ce que je voudrais, il y a 2 notions. La première, elle est celle du récit de vie et de la vie brève. C'est pas une nouveauté dans ce qu'on fait ensemble, mais vous allez voir que pour la 10, j'en ai vitalement besoin. Alors, principalement, j'avais envie de partir d'un livre pas forcément très connu, mais d'un auteur qui, lui, est très connu. Il s'agit de Jacques Roubaud, vous savez, ce projet qui s'appelle « Le grand incendie de Londres ». C'est le titre du livre qui rassemble un petit peu qui est un peu la clé de voûte des bifurcations, des tentatives, descriptif en amont de cette œuvre qui, par définition, pourra jamais être finie. On est au cœur ou à l'aboutissement de ce qu'a fait le grand Jacques, comme disent ceux qui l'aiment, dont je fais partie. Et vous savez qu'il y a des pierres dans cette série. Je ne sais même pas si ça en fait partie, mais non, mais en tout cas ça l'amorce. C'est ce livre qui s'appelle Mathématiques 2 points, en diptyque avec Poésie 2 points. C'est dans Poésie qu'il y a des tas et des tas de textes qui sont fondamentaux pour nous en atelier d'écriture, sur les trajets, sur les actions, sur la notion de livre. En tout cas, ces 2 livres, pour moi, sont indissociables. En tout cas, je pense que Poésie 2 points, c'est quelque chose qu'on utilise tellement fréquemment dans notre boîte à outils, beaucoup plus connu que celui-ci, qui fait partie du projet du Grand Incendie de Londres, et qui s'appelle Il faut que je m'y reprenne à 2 fois. Et qui s'appelle L'abominable tisonnier de John McTaggart, Ellis McTaggart. Sous-titre Et autre vie plus ou moins brève. Alors le mystère, c'est quoi? C'est là où je me retrouve dans mon élément et j'avais besoin de ce livre et de nul autre.
Prologue, prose du 6e jour. Ce volume assemble quelques-unes des proses biographiques de mon vieil ami Mr. Goodman. Et donc, c'est ça, vous verrez, sur quoi on retombera sur nos pattes dans la 10. L'auteur, donc censément Monsieur Roubaud, écrit un livre qui rassemble ce qu'a écrit un autre qui s'appelle Monsieur Goodman. Et pour raconter ce que raconte Monsieur Goodman, il en énonce le projet. Monsieur Goodman a décidé que son œuvre ultime serait un livre qui rassemblerait lui-même 366 vies brèves. Et est-ce qu'on en a 366 chez Roubaud? Je ne crois pas. Vous voyez, on en a 30 sur les 366. Donc on a une espèce de vision fractale du livre. Attendez. Je vous bassine souvent avec cette vie de Johnson par Boswell, dont parle Kenneth Goldsmith, que j'ai découvert par Kenneth Goldsmith en traduisant Uncreative Writing, l'écriture sans écriture. C'est un livre qui... Il est impossible de le lire complètement, mais chaque lieu précis, chaque détail précis de la vie de Johnson par Boswell rend compte du projet de fabriquer une vie exhaustive, ce qui évidemment est impossible. Donc c'est dans ce truc-là où Roubaud est fort. Je pense que lui, vous savez, avec les trucs comme Johnson, Boswell, il n'y a rien de la littérature anglaise qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire pour rendre compte des 366 vies de M. Goodman, c'est-à-dire quelle que soit la vie brève que vous racontez, dans mes petits extraits, il y a une rencontre avec Cavafy, pas John. Il y a 3 lignes, c'est John Cage, je pense à un autre texte très bref. Une rencontre suffit à dresser une silhouette, un homme, une vie. Mais pour que chaque fragment ait en lui cette aura, cette dynamique, cette poussée de ce qui relie le fragment à la tentative d'une vie aussi exhaustive que la tentative de la vie de Johnson par Boswell, c'est justement l'idée du projet. C'est parce que l'idée du projet est sous-jacente au fragment que le fragment va résonner sur cette question qui le dépasse en tant que tel, du particulier au général. Et donc les 30 vies de Roubaud fascinent parce que ces 30 sont censés être un élément particulier d'une construction de 366 signée par ce monsieur Goodman qui raconte, etc., etc., etc. Et ce qui est intéressant dans le défi de Jacques Roubaud, c'est que les 30 elles-mêmes se subdivisent, il y a des fragments à l'intérieur des fragments, il y a des nécrologies à l'intérieur des trucs, il y a des bibliographies fictives, il y a des biographies réinventées à l'intérieur pour les personnages secondaires. Donc on a là encore une diffraction fractale, mais cette fois intérieure, qui fait que on passe aux 30, aux 366 imaginaires par cette multiplication interne de chaque fragment. Si Roubaud est mathématicien, c'est pas non plus un hasard. Je prends par exemple chapitre 18 au hasard, Vie brève des vies brèves de John Aubrey. C'est-à-dire on décrit, puisqu'il s'agit de ce projet d'écrire 366 vies, les auteurs qui ont eux-mêmes assemblé des vies brèves ont un rôle particulier. Et donc si on prend cet auteur fictif qui s'appelle Aubrey et qu'on décrit l'invention qu'il a fait lui de rassemblement de vies brèves et qu'on reconstruit les exemples, on va être dans cette espèce de dépli intérieur. Où je vais avec ça? Je vous saoule, hein, comme d'hab, c'est pas très grave. Vie de Thomas Love Peacock, contenant des vies plus brèves mais suffisantes de Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Donc des personnages réels qui se retrouvent dans un récit imaginaire, etc., etc. Ce livre est dangereux. Méfiez-vous, surtout ne l'achetez pas, surtout ne le lisez pas. Contentez-vous de ce que je vous dis. C'est de la folie, ça se brouille dans tous les sens. C'est pas ça qu'on veut. Ce qui est important, c'est que, je sais pas, il y a peut-être 90, 120 modèles d'écriture de vie rassemblés par Roubaud pour jouer dans l'intérieur de ce projet. On a affaire chaque fois à un modèle unique, d'une façon
de tenir, d'écrire un récit biographique, un fragment biographique, un résumé de vie, notice nécrologique, bibliographie, simple rencontre, témoignage indirect. Et la folie de Jacques Roubaud, c'est le total raisonnement dans lequel il maintient sa contrainte, qui est que jamais une façon d'écrire dont il est témoigné dans ce livre ne sera la même qu'aucune de celles qui précèdent et que celles qui suivent. Alors je vous en ai mis des extraits, mais c'est le principe qui compte. Pause. Principe de cette proposition 8, puisqu'on a parlé de la 9 apocryphe et que là on est dans la 8, j'aurais tendance à l'appeler vie hors champ, vie hors cadre. C'est-à-dire, on est dans cette fabrique de nouvelles, dans cette recherche sur la nouvelle. On a un texte qui est en train, pour chacune, de s'élaborer. Il y a du hors cadre, il y a les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on ne sait pas. C'est installé dans cet écart. Attention, je sais ce que je fais, merci. La 10 va les rassembler, va les puiser là. Mais nous, on est comme dans le rêve. On voit ce qu'il y a devant nous. Ce qu'il y a sur les bords, sur les côtés, on n'a même pas le temps d'aller les chercher, puisque chaque fois on écrit le récit qui doit s'accrocher, continuer, s'empiler. Eh bien, on fait le crochet par le bord. Et le crochet par le bord, c'est d'aller chercher dans ce que vous avez déjà écrit, dans les 7 fragments, dans les 7, même dès les premières images mentales, des choses qui n'apparaissent pas. Et dans ce qui n'apparaît pas, il y a des personnages. Et ces personnages ont construit leur vie. Et là, on est dans quelque chose de classique. Ça. Par exemple, si vous prenez mes fiches, dans le petit dossier de fiches, je vais mettre des extraits de Roubaud, je viens d'en scanner quelques pages, je vais préparer ça tranquille ce soir, vous les aurez demain. Mais vous trouverez, par exemple, comme modèle, Coltès, combat de nègres et de chiens. Ce qui est intéressant, c'est que Coltès, pour ce livre, fait référence, j'en ai parlé là aussi plein de fois, à un rituel dont sont conscients, un rituel dont ont connaissance l'ensemble des personnages de la pièce. C'est-à-dire que si un ouvrier meurt sur ce chantier en Afrique, le corps est restitué à la famille du défunt qui l'enterre sur la route, le recouvre de feuilles chaque matin et les camions qui passent finissent par l'inclure totalement à la terre dont il est sorti. Mais ce rituel, comme tout le monde en a connaissance, comment l'exprimer à l'intérieur même de la pièce ? Je pense que c'est pour ça que Coltès, pour que sa pièce soit compréhensible, intègre des exercices, ces notes préparatoires. Et ça, bon, j'en ai eu l'assurance par plusieurs personnes, dont Arnaud Maizetti le dernier, pratique cet exercice pour chacune des pièces qu'il écrit. On en dispose en tout cas pour Key West. C'est-à-dire que dans ces carnets, on a à la fois ce rituel dont je viens de parler, mais on a à quoi rêvent les personnages. On a une journée ordinaire des 3 personnages. On a il appelle ça, on a les visages sous forme de masques abstraits, et puis en leur fort intérieur. Quelle est l'image qui domine intérieurement, qui explique ou qui symbolise l'inconnu de chaque personnage vis-à-vis de lui-même. Et ça, je m'en sers régulièrement en atelier. En tout cas, il y a une fiche, regardez, c'est pas exactement ce que je vous demande, mais on est très près. C'est en tout cas ce hors-champ. C'est-à-dire, c'est pas dans la pièce, mais pour écrire la pièce, elle raconte un moment dramatique. Mais pour écrire la pièce, il a besoin de construire comment chaque personnage est dans sa vie ordinaire, quotidienne. Et donc, pour chaque personnage, on a... Léonie voit quelqu'un sous le bougainvillier. On a le chantier, un soir à la lueur d'éclairs. On a le rêve de maison de campagne des colons, selon Horn, etc. Deuxième chose qui se rapporte, alors c'est pas pour vous perdre ni quoi que ce soit, c'est plutôt pour vous donner du temps en amont, du temps de préparation, que ce soit pas par réflexe, ça j'écris, non, laissez venir. Et j'adore cet atelier finalement parce que beaucoup plus que les précédents, il y a eu cette maturation, on a trouvé un bon rythme, je crois.
C'est écrivain au pluriel, signé Antoine Volodine. Antoine Volodine étant un écrivain tout aussi fictif que Lutz Bassmann ou d'autres, mais là c'est dans le post-exorcisme, donc c'est des comptes rendus de vie et d'œuvres d'écrivains, mais qui sont tout aussi fictifs qu'Antoine Volodine lui-même. Lisez les petits extraits que j'ai dans les fiches. J'ai aussi un autre extrait dont on s'était servi quand on avait fait le cycle personnage. Évidemment, tout ça se recroise, se retourne, on est toujours dans les mêmes valeurs, mais qui sont les plus centrales. C'est dans ces récits du Pierrot Michon de mythologie d'hiver, donc c'était chez Verdier. C'est des récits totalement indépendants. En tout cas, dans cet assemblage de récits distincts de Pierre Michon, il y a une vie d'Édouard Martel. Vous savez, ce type qui a complètement repensé la question des eaux souterraines. Et c'est un texte qui fait qui fait 6 petites pages. Et c'est pas une nouvelle, c'est un texte qui n'a d'autonomie que lorsqu'il prend sa place dans l'architecture. Mais c'est un moment où ce Martel, avant ses découvertes, avant d'être écrit, avant d'être connu, c'est une espèce de moment d'isolement, de recueillement, et qui se trouve temporellement juste avant ses premières expériences et découvertes dans le monde souterrain. Donc on a, oui, quelque chose qui nous emmène complètement dans la vie d'Édouard Martel, mais simplement parce qu'on va traverser un moment d'intensité où nous, on est conscient de ce qu'il y a après, pas lui, mais on va revoyager dans l'amont, et à ce moment-là, cet instant précis va être entièrement dépliable, ouvert. Donc ces 3 exemples, attendez, je ne vous charge pas la mule, simplement allez vous balader dans les petites fiches, regardez comment s'y prend Coltès, regardez comment s'y prend Volodine avec écrivain, regardez comment s'y prend Pierre Michon avec Édouard Martel, et à ce moment-là, on revient tranquillement à Roubaud, qui est un livre, je vous dis, touffu, obscur, où c'est la question du dispositif, la question d'écrire, la question de tout ce qu'il y a d'indirect dans le récit de vie, et résumé de la consigne, il est là. Vous, ça va être dans votre propre texte, attention, je réserve une carte pour la fin, que vous allez prendre dans votre texte. Est-ce que c'est un personnage qui traverse le texte? Pas forcément, mais relisez chacune ce que vous m'avez envoyé pour la proposition 4, ou qui parle dans la proposition 5. Et puis là, ça c'est dire, dans les 90 façons de raconter des vies, convoqué par Roubaud, qui nous dit qu'un autre type qui s'appelle Mr. Goodman, lui, a écrit un livre rassemblant 366 vies, chacune énoncée de façon différente. Vous allez essayer de trouver, ça peut être pour 3 personnages. Je préfère à la limite que vous écriviez 3 vies brèves de personnages à la façon de Roubaud, qu'un seul développement façon Michon dans Martel. On n'est pas dans la question du personnage, on est dans la question de ce hors-champ, c'est-à-dire qui parle dans votre proposition 5, qui traverse ou qui est dans les lieux évoqués dans la proposition 4, qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire qui explique cette prise de position, cette image-là dans la proposition numéro 1, avec des silhouettes, des choses qui passent, des maisons isolées. Et puis, simplement, viennent, par exemple, 3 fragments de vie, imagination de vie, qui restent, je vous dis, pensez-les hors champ. Ne vous inquiétez pas, tout ça va se rassembler. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment le défi ultime, c'est ce qu'on est en train de préparer. Mais ne les pensez pas dans une liaison causale, dans une liaison narrative avec ce que vous avez écrit. Gardez la cloison ouverte. Gardez la cloison bien nette, comme le fait, c'est là où Coltès nous rend service. C'est-à-dire, ce qui vous permet d'écrire ces 3 fragments de vie, c'est précisément que vous ne cherchez pas à les expliquer par ce qu'il y a eu dans le 4, par ce qu'il y a eu dans le 5, par ce qu'il y a eu dans le 6, etc., etc. C'est précisément du hors-champ, ça va rester dans le hors-champ. C'est des passés, des passants. Je me souviens un livre autrefois, je ne vais pas retrouver le nom tout de suite.
Brillant passager de la nuit, je crois ça s'appelait. Quelque chose où le personnage surgit, est intensément présent et repart. Ça, vous pouvez le faire 3 fois. Alors, dernière carte. Donc, je rassemble, je résume. Il y a une commande qui s'appelle Proposition 9, mais je ne vais pas faire de vidéo spéciale, je fais les deux en même temps. Proposition 9 s'appelle Apocryphe, c'est-à-dire baladez-vous dans les ateliers des autres, dans les pages des autres. Et puis, pour 3 différentes, ça peut être plus, vous la développez. Vous prenez parole. S'il y a plusieurs qui prennent parole sur la même, c'est pas grave. On aura des harmoniques. Tout ça va commencer à se mêler, à inventer des passerelles entre les pages. Pour l'instant, on n'a pas établi de passerelles entre les pages. Donc ça, c'est la proposition 9. Apocryphe, c'est-à-dire que vous entrez anonymement, même s'il y aura le lien, faire retour à votre page à vous, qui sera se glisser dans l'écriture des autres, l'amplifier en la respectant, la multiplier, la fictionner. Et puis, proposition 8, là vous êtes dans votre atelier et vous développez ces passants, ces passagers. Vous développez 3 passagers, mais qui restent hors champ, qui restent sans prendre de lien sans établir leur lien avec l'arbre principal. Ils sont là, ils traversent, ils attendent, ils flottent alentour. C'est des vies, c'est des récits de vie hors champ, et Roubaud nous aide parce que récit de vie, c'est notice nécrologique, ça marche. Bibliographie, ça marche. Éléments chronologiques, ça marche. Rencontres et rencontres brèves, ça marche. Témoignage indirect, ça marche. Et ça, vous pouvez essayer. Mais pour muscler le hors-champ, rendre matériel le hors-cadre de votre toile. Et évidemment, c'est infini. Mais si ça part pour plus long, c'est votre problème. Et je suis bien content que vous partiez avec ce sac-là. Et dernière carte, c'est ça. C'est-à-dire que ces vies hors champ que vous faites pour vous, elles peuvent très bien être une des façons d'écrire de façon apocryphe dans le texte des autres. Allez leur coller quelques vies brèves en travers de leur texte à eux. Et là, 8 et 9 se rejoignent. Alors, attendez, c'est pas quelque chose de facile qui m'attend moi non plus, puisqu'il y a la 10 qui se prépare. Mais je crois que là, on est vraiment dans ce dont il y a viscéralement besoin, c'est qu'on travaille au corps la question de l'auteur et le statut de l'auteur par rapport au texte. Je suis prêt à ma dernière cartouche. À vous d'écrire, vidéo de 30 minutes, mais on a fait coup double. Et moi, j'ai un bon 10 jours, 2 semaines pour préparer la dernière, après quoi vous aurez encore 15 jours, 3 semaines pour la fourbir tranquillement. Et on aura fait un sacré voyage avec plein de fenêtres ouvertes de tous les côtés. Et même aux fenêtres, c'est les visages tous rassemblés de toutes les participantes qui commencent à ouvrir une belle fraternité, une belle énergie. Je suis hyper content de ce qui s'est passé ces quelques semaines. Pas une note négative, infiniment reçue. Je vous en suis reconnaissant.